bonjour. Donc, enchantée, Laurent Lévy. Je commence toujours par ça pour bien te connaître. Mon parcours Oui, grosso modo. qui m'a amené donc là où je suis aujourd'hui. Oui, On va faire rapide oui. sur mes activités d'étudiant. Ensuite j'ai fait du marketing, j'étais à New York, puis je suis devenu chanteur à New York. Ah, Puis je suis chanteur de quoi? de jazz, Yes. chanteur de De jazz. jazz, Ouais. ok. C'était génial, à Broadway en plus, très très Ah, bien. Ouais. génial. Ouais. Mhm. Et ensuite, je suis rentré à Paris, je me suis mis à retravailler, à redevenir sérieux un petit peu, j'ai fait des études de marketing et j'aimais bien ça. Ouais. Et puis mes rêves prenant le dessus, il fallait que je rechante, donc je me suis remis à chanter. Cette fois-ci, ça s'est ouvert bien, parce que j'ai rencontré les gens de chez Universal avec qui j'ai fait 2 albums et des concerts, et voilà. Donc j'ai fait ça. À la fin du premier album, j'avais beaucoup d'angoisse. C'est-à-dire que tous mes rêves en fait devenaient réalité. Et j'avais l'angoisse de voir que mes rêves devenaient réalité et moi de me sentir pas à la hauteur, ou j'avais très peur sur scène, quoi. Je rêvais un truc, ça se passait, Ouais. et je me retrouvais sur scène et j'avais les boules. Donc je me voyais pas m'exprimer comme je sais que j'aurais pu m'exprimer. Et j'étais vraiment... je sentais que quelque chose bloquait mon expression, quoi. Et ça m'a rendu fou. J'ai eu des crises d'angoisse, c'était latent depuis tout petit, en fait. Donc c'était tout le temps mélangé comme ça, mélangé entre des gros élans rêveurs et une lumière et le truc qui marche, et beaucoup d'amour et beaucoup de joie et beaucoup de voyage et beaucoup de très expansif, et des périodes de contraction comme ça où je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Et finalement, je m'aperçois que m'être mis tout le temps euh, ou alors dos au mur, je sais pas comment on dit, dos au mur, ou alors devant la falaise, c'était pas toujours très simple, parce que c'était très fort toujours émotionnellement. J'ai toujours été un petit peu... je suis toujours allé à fond dans les choses. Mais ça m'a permis de découvrir d'abord ce qui me faisait très mal en moi, d'y faire face, de plus pouvoir m'enfuir pour avoir une petite vie un peu normale, parce que je pensais tout le temps rêver. Et ça s'ouvrait tellement devant moi que voilà, je me retrouvais en face d'un succès que j'arrivais pas Ah, j'ai... à gérer, j'arrivais pas à le gérer émotionnellement, c'était très dur pour moi. J'étais très touché, très content, ça se passait exactement comme je l'avais espéré, voulu, rêvé. C'était même trop à la rigueur, je me dis mais tu sais, c'est exactement comme ça que j'ai vu que ça allait se passer, et ça se passe comme ça. Mais d'un autre côté, il y avait cet enfant en moi qui pensait qu'il méritait pas du tout ça. J'avais cette espèce de dualité en moi, j'arrivais pas C'était des croyances Oui, je savais pas ce que c'était à qui l'époque. ressortaient. Bien que j'étais toujours très intéressé par le côté psychologique, par pourquoi cette souffrance, pourquoi... Tu m'as dit tout à l'heure que tu aimais bien regarder un peu comment les gens fonctionnent, ou observer les gens, être curieux. Moi, j'ai toujours été enfant, donc j'ai toujours été très curieux de voir comment ça marche, de voir que tiens, ça se passe aussi comme ça ici, donc ça doit se passer comme ça là-bas aussi. Observer, curieux, voir, et la vie m'a montré ces deux choses, quoi. Souffrance extrême, et à la fois beaucoup de lumière aussi. Et voilà, c'était un peu ça ma vie. Et donc sur scène, ça m'a permis de voir comme une poussée de mon âme que j'écoutais, à laquelle je disais oui. À chaque fois que je disais oui, je regrettais jamais. Mais là, j'ai dit oui à quelque chose qui m'a vraiment fait monter beaucoup de choses. Après ça, ça m'a permis de faire une... Intéressant. Très intéressant. En fait, ça t'a mis en lumière également tout ce qui t'empêchait un peu de Grave, avancer, mais quoi. carrément, ouais. Ouais. Et comme j'y vais pas de main morte, comme je t'ai dit, à un moment je me suis dit, bon écoute, si c'est comme ça, si c'est tellement difficile, ben, si par exemple la scène par exemple est tellement difficile, ben, je vais en faire 50. Je me rentrais dedans en fait. Ouais. Et je me rentrais tellement dedans qu'à un moment mon corps lâchait, c'était trop difficile. Et, et je suis rentré dans des périodes très obscures, des périodes noires, des périodes de dépression, des périodes de... C'est-à-dire que c'était pas, d'après ce que tu dis ça pour qu'on comprenne bien, que ceux qui écoutent comprennent bien, c'était pas juste psychologique, c'est que physiquement aussi ton corps réagissait, Carrément. il se bloquait. Carrément. Ça m'a permis de mettre en lumière, comme tu disais, beaucoup de choses. Le rapport déjà psychologique, émotionnel et physique
Ils sont un en fait. Et je voyais à quel point mon corps m'envoyait des sonnettes d'alarme quand je faisais quelque chose qui n'était pas juste. Mais j'étais pas habitué finalement à écouter ce qui était juste en moi, sauf dans un domaine de rêve, dans un domaine d'enfant, où là tout marchait. Mais de là à écouter ce qui est juste pour moi ici, quand je refusais d'écouter, je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes pour moi, mon corps m'envoyait sonnette d'alarme sur sonnette d'alarme, jusqu'à ce que ça devienne des grosses sonnettes d'alarme, etc. Donc voilà, j'ai essayé de... C'est intéressant que tu dises ça parce que finalement les gens vivent tous ce stress-là dans différents domaines et donc toi tu l'as vu à travers cette magnifique activité qui est de chanter. Mais... Ouais. Je l'avais vu avant, à travers toutes les activités qui me plaisaient beaucoup, comme tomber amoureux, c'était magnifique pour moi. Je dis quand je tombe amoureux, je fais je me sens vivre. Il y a une lumière qui est là, qui est absolument magnifique. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit pas ensemble, j'aime tout le monde est beau, tout le monde est lumineux, il n'y a plus un seul problème dans la vie. Même s'il y a des problèmes, il y a une clarté qui est là, qui fait que j'ai les réponses tout de suite, je peux toujours détourner les problèmes, je me dis tiens, là je touche quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui est très naturel pour moi. L'amour, la lumière, rêver, l'enfant, le sans limite, là, c'est moi, je parle. Et donc, essayer de mettre ça en pratique dans une activité, je réussissais à le faire plus ou moins. En fait, je ne peux pas ne pas le faire, parce que c'est comme ça que je suis branché, quoi. Il faut que ça pète. Donc ça pétait en marketing, ça pétait aux études, quoique les études, ça me faisait chier, mais je le faisais parce qu'il fallait faire ces études. Donc j'ai fait ma prépa, j'ai fait mes études aux États-Unis, je vais très bien. Comme beaucoup, on a tous fait des études parce qu'il faut le faire. Parce qu'il faut le faire. Mais je trouvais toujours une façon d'enjoliver l'histoire. Autrement, la vie, je la trouve un peu bête, quoi. Un peu morne, un peu grise. Il fallait tout le temps que je la peigne différemment. Et Donc la suite, c'est quoi? La suite de La suite de... le truc, de cette période, donc il y a une période très obscure, où je suis allé à fond aussi là-dedans, dans l'obscurité, jusqu'à me dire, jusqu'à vraiment penser que j'allais y rester en fait. Carrément. Ah oui, complètement, ouais. Je dis bon, écoute, ok, je vois pas comment je vais m'en sortir, donc autant arrêter. Mais de façon, pas de façon bête, même si c'est pas de façon bête, c'est-à-dire de façon très sensée, quoi. Au moins, ça m'a permis tout ça de... Tu comprends? J'ai rêvé d'être artiste. Je ne savais pas que j'en étais un. On parlait tout à l'heure, on est tous des artistes. Je rêvais d'être artiste parce que j'avais mes héros. J'avais mon Frank Sinatra, mon Dean Martin, mon Clint Eastwood, mon Michael Jackson. Et je me suis dit, je vais faire pareil. Et je me voyais faire pareil. Et je me retrouve sur scène. Et j'arrivais pas. Alors après, je me suis dit, voilà, je vais y arriver en allant voir l'authentique en moi et en me la jouant artiste. Tu sais, artiste qui s'ouvre les veines et il faut se faire le truc hard. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai joué ce jeu-là aussi pour aller voir et je suis allé trouver beaucoup d'authenticité en moi là-dedans, mais dans une noirceur, et j'y suis allé à fond et tout, parce que voilà. Intense. Et intense, jusqu'à ce que ça devienne très très dur. Et finalement, là, j'étais en face de... On pourrait appeler ça un miracle, mais j'ai compris après que ça ne l'était pas. Ou que la vie est faite de miracles, si on veut bien s'ouvrir à ça. J'ai compris que voilà, je me suis sorti de quelque chose de très difficile. Après, j'étais en gratitude pour la vie. J'avais comme une sorte de contrat. Je me dis, tiens, maintenant je vais dire oui à la vie. Parce que je me suis aperçu à quel point j'ai dit non à la vie, à quel point je me mentais. Pour ça, c'était magnifique. À quel point je suis allé voir cette obscurité en moi et à quel point j'en étais responsable. Ça m'a mis en place d'une certaine responsabilité. Je ne savais pas encore, ou j'acceptais pas encore à quel point j'étais responsable. Aujourd'hui, ce que je partage, c'est qu'on est responsable d'absolument tout. Mais il fallait voir à quel point les choses dont je me pensais victime, en fait, j'étais tout à fait responsable. Des choses incroyables. Mais ça, c'était des dynamites pendant cette traversée un petit peu, je dirais pas du désert, mais cette traversée des profondeurs ténébreuses, quoi. J'ai vu à quel point... C'est intéressant, et justement le fait d'être victime, qu'est-ce que tu en penses? Puisqu'on est victime souvent de plein de choses dans notre vie, victime de ce qui se passe, victime du temps, victime de pas arriver par exemple à assurer, je pense à d'autres choses, d'assurer dans sa vie de tous les jours parce qu'on a tellement de choses à faire, tellement de choses à s'occuper. Donc on est finalement victime de ce qui se passe sans le vouloir, et ça nous crée des souffrances. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement? Que c'est pas vrai. Que c'est pas vrai du tout. C'est-à-dire? On n'est absolument pas victime. Si tu prends par exemple l'exemple d'une femme avec ses enfants,
enfin, qui a plein de choses à faire entre son boulot, ses enfants, la maison, etc. et qui se sent complètement déconnecté, en stress permanent avec ça, et plus la relation à son conjoint. Qu'est-ce que tu... Dans cet exemple-là? Déjà de façon, sans rentrer dans quelque chose de trop cosmique, on va dire. Ouais. Parce que c'est tout simple, le cosmique il est tout simple ici. Ouais. Quand je veux quelque chose, je peux. Ouais. Si j'ai des choses à faire dans ma vie et je vois que ça coince, si je veux véritablement faire quelque chose pour que ça aille mieux, si par exemple j'arrive pas à trouver du temps pour moi, j'ai mes enfants, j'ai mes trucs, j'arrive pas à trouver du temps pour moi, c'est pas vrai. Si je veux trouver du temps pour moi, je le trouverai. Et le mental peut te dire, ou le monde, les excuses du monde, non mais j'ai pas le temps, je dois faire ça et ça. Et on sait très bien que c'est pas vrai tout ça. Parce qu'une fois de plus, quand on s'écoute, ou quand on est amoureux par exemple, quand on se lève le matin et qu'on est content, ça nous arrive ça. On s'aperçoit qu'on est beaucoup plus fonctionnel que quand on se prend la tête. On s'occupe de tout, clac, 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 clac. On a du temps pour soi, du temps pour ses enfants, du temps pour son mari, du temps pour aller faire les courses. Notre journée s'illumine, le temps se manage, se gère de façon assez incroyable. Mais on n'est pas victime de ce truc-là. C'est qu'on a bien voulu dire oui à notre branchement, c'est-à-dire à s'écouter nous-mêmes. Une fois que... Moi, j'ai vu dans cette période à quel point en fait, je ne m'écoutais pas, mais à quel point je décidais de ne pas m'écouter. C'était ça qui m'a mis hors de moi. C'est inconscient en même temps. Et en fait, maintenant, je ne peux plus donner l'excuse de cet inconscient. Ouais. Ça paraît inconscient, mais qu'est-ce que c'est l'inconscient? C'est ma décision de ne pas voir. Ma décision de ne pas voir ce que je me fais à moi-même crée un inconscient. C'est-à-dire quelque chose qui est non vu, obscur, ténébreux. Mais dans ces ténèbres, il y a toutes mes décisions de ne pas m'écouter, que j'ai pas envie de voir. Et concrètement, si tu es dans une situation donc, de cette femme ou alors de cet homme qui a plein de choses à assurer entre le boulot, la famille, etc., et qui se sent justement victime de ce temps-là, concrètement, comment est-ce qu'il peut changer ce regard? Tout d'abord, il fait une pause. Avant la pause. Le plus important, c'est qu'il fasse une autre pause. Il fasse une pause pour se poser des questions essentielles. Pour savoir qu'est-ce que je veux véritablement. Il n'y a pas d'autre question que ça. C'est la seule question. Ouais. Mais il peut y avoir des réponses qui viennent. Mais je l'invite à continuer sa pause et à reposer ses questions. Par exemple, les premières questions, qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, je veux réussir dans ma vie. Je veux réussir dans ma vie. Ok, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans ma vie? Ça veut dire réussir au boulot, réussir en tant que mari, réussir en tant que père. Et réussir en tant que moi-même, en tant qu'homme également. Ok, déjà on se pose avec ça. Le simple fait qu'il pense à ça, lui, le pose déjà complètement, il a pris du temps pour lui déjà. Ouais. Juste se poser cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment pour... Parce que quand je me dis qu'est-ce que je veux vraiment, je comprends pourquoi je fais ça. Je comprends par exemple que là, je viens de faire une pause pour me poser cette question. Et je comprends que ce que je suis en train de me poser comme question est tout à fait aligné sur l'amour de moi. Je m'écoute en me posant cette question. Mais ça, c'est rien du tout. Ça dure 20 secondes. Ouais. Juste ces 20 secondes-là. Qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben là, déjà, simplement ça. Je suis en train de me poser cette question-là. Ma respiration est beaucoup plus calme. Mon cœur bat moins vite. J'ai pris du temps pour moi. Juste ça, juste cette petite pause-là. Là, on n'a pas encore été dans les réponses. Mais juste ça, le gars en question, l'homme en question, ça peut être la femme aussi, s'est aligné sur lui-même parce qu'il s'est écouté. D'accord. Une fois qu'il En voulant bien s'écouter. Donc le plus important, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Ouais, tout à fait, de bien s'écouter. Une fois qu'il s'est dit je veux réussir dans ma vie, c'est quoi la seconde étape? Ensuite, il voit que ces questions arrivent. Il peut en rester là ou il peut continuer. C'est pour ça que j'ai dit le plus important toujours, c'est ce que tu veux. Tu ne peux pas forcer quelque chose sur quelqu'un. Il va se dire oui, bon ok, ça c'est ce que j'ai voulu jusqu'à présent, mais j'ai besoin d'aller un peu plus loin parce que je suis agité. Parce que je me sens pas complet. Parce que je sens que je cours et j'ai beaucoup d'argent et j'ai une belle femme et j'ai des enfants, mais j'ai pas de temps pour moi et il y a quelque chose qui n'est pas assez. Donc je continue mon questionnaire. Ou alors dans un autre exemple, il me manque les enfants, il me manque le... Bien sûr, là j'ai pris l'exemple, apparemment tout va bien. Ouais. Mais je continue à me poser les questions. Pourquoi est-ce que je recherche tout ça? Ah, là c'est intéressant. Là déjà il y a une pause plus profonde parce qu'il y a un temps de réflexion et tu vois que simplement se poser cette question, ça me fait descendre en moi. Pourquoi est-ce que je veux ça? Bien parce que je recherche le bonheur. C'est ma recherche du bonheur, ça. Simplement le fait, c'est d'une évidence, hein, mais le fait d'avoir dit ça, hop, ça m'amène dans un truc encore plus large. Ah, mais je veux être le bon père, le bon homme d'affaires, le bon mari, le bon truc. Pourquoi? Parce que être le bon ceci, cela, avoir ces choses qui réussissent dans ma vie, me disent que c'est ça le bonheur.
Et c'est pour ça que je le fais. Déjà, il se pose avec ça, c'est super. Ça te dit que c'est ça le bonheur. Et en fait, on est tous en recherche du bonheur. On est tous, toutes nos idées de réussite, elles vont dépendre de ta culture, de ta famille, de ton sexe, de ton genre, de ton âge, etc. Mais à la base, il y a un truc qui pousse tout le monde, c'est le bonheur. C'est rechercher le bonheur. Mais même les choses les plus extrêmes, les gens font les choses les plus... Parce qu'ils ont des idéaux de... Une fois que j'aurai fait ça, je serai heureux, je serai valable, je mériterai, etc., etc. Donc déjà, il s'est dit ça. Là, il a pris encore plus de temps pour lui. Il s'est dit, tiens, je cherche le bonheur. Il n'y a pas encore de solution. Mais juste ça, c'est déjà du temps pour soi. Donc après, s'il va dire, j'ai pas de temps pour moi, il va déjà se rendre compte que c'est pas vrai. Juste par ça. C'est organique. J'ai pas de temps pour moi, je suis victime des activités du monde et de ce que je dois faire. Il va réaliser que c'est pas vrai. Il va réaliser que s'il veut prendre du temps pour soi, pour faire une pause, pour prendre un crayon, pour écrire ses buts, ses machins, etc., il peut le faire. Donc, il n'est pas victime. Donc, s'il se sent victime des autres, c'est qu'il l'a décidé. Et là, ça commence à nous mettre sur un point, un ancrage de responsabilité qui est beaucoup plus profond. Ça a pris combien de temps, donc, s'il se pose des questions? Ça a pris moins 5 minutes? Ouais, ça peut prendre 40 secondes aussi. Ouais. C'est juste... Je pense à la situation concrète. Oui. Parce que souvent, on est pris par le temps aussi quand on est victime. Hein. Donc on se dit, mais j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc en fait, ça prend très peu de temps quand même. Très peu de temps. Ce genre de questions. Ça prend très peu de temps. En général, on ne veut pas se poser ce genre de questions. Et parce qu'on ne veut pas se poser ce genre de questions, on continue dans un schéma où on croit qu'on est victime. Mais en réalité, chacun ici présent sait qu'il n'est pas victime. On le sait en soi, mais on ne veut pas le voir. Mais on le sait. Tu sais très bien que tu n'es pas victime de tes situations. Ouais. Je sais très bien que je ne suis pas victime. Mais je peux continuer à me faire croire que je le suis. Et je vais me le faire tellement bien croire que je vais vraiment être occupé, je vais être victime du temps, de mes enfants, de mon mari, de ce que je dois faire, etc., etc. Parce que toute la vie va se former en « je suis véritablement victime » puisque la vie me le montre. Ce qui est génial, c'est que ça nous commence à nous titiller, à nous mettre le doigt sur à quel point on est créateur de notre réalité. Si je déclare que je suis victime, je vais avoir la vie d'une victime. Ouais. Comment je le déclare? En le croyant, plutôt. Parce qu'on ne croit pas vraiment, c'est ça qui est dingue. En voulant bien le croire ou en oubliant qu'il peut y avoir autre chose. Donc en ne prenant pas de temps pour soi pour se poser des questions, comme on a dit tout à l'heure. Ça, c'est juste un point d'entrée. Il peut y avoir plein de choses. Va faire du cheval, c'est pareil. Va au spa, fais un truc qui te plaît. Prends 10 minutes dans ta journée et fais du jardinage. Reviens à ton enfant intérieur. Il y a plein de choses. Mais là, tu m'as demandé le premier. Pose-toi les questions justes. Et réalise que tu sais très très bien que tu n'es pas victime. Ça, c'est un grand coup de fouet. Et comment ça se passe alors, donc, de ces 5 minutes où tu t'es posé ces questions essentielles et que tu es revenu à toi et que tu as pris le temps de revenir à toi, qu'est-ce qui se passe du coup? Tu as ton regard qui change? Ah, de plus en plus. Tu commences à réaliser que les situations dans ta vie sont les situations que tu veux avoir dans ta vie, que tu désires avoir dans ta vie. Ou alors c'est inconscient mais tu l'as créé. Ou alors c'est inconscient mais tu l'as créé. Mais de moins en moins, je donne l'excuse de l'inconscience parce que j'ai vu très bien en moi et je le vois en tous les gens que je rencontre, puisqu'on rencontre des gens qui s'intéressent aux mêmes choses, que l'inconscient c'est moi qui l'ai créé. Ouais. J'ai créé l'inconscient pourquoi? Parce que je ne voulais pas me poser ces questions. Ouais. Je préfère le confort d'être victime. Ouais. Alors ça peut être un outrage, sauf pour ceux chez qui ça va titiller une corde de tiens, ce qu'il dit c'est vrai. En fait, je sais très bien que je ne suis pas victime. Mais là déjà, je vais continuer à l'être. Mais là au moins c'est honnête. Ça change d'énergie complètement. Au début, je suis agité, je suis victime et je me plains, jusqu'à ce que je me pose et je fasse. Non, en fait, c'est pas de la faute de mon mari, c'est pas de la faute du temps, c'est pas de la faute de mes enfants. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de le voir ainsi et parce que j'ai pas envie d'aller voir plus loin. Ça, c'est très très ancré, ça. On n'a pas à devenir des Bouddhas et des Jésus. Mais juste voir que, effectivement, j'ai pas envie de prendre ce temps pour moi. Au moins, je sais que je le fais. Et je commence. Mais pour ceux que ça m'intéresse vraiment, de se libérer vraiment de tous ces carcans, c'est commencer à jouer avec des idées nouvelles ou plus profondes, du style je suis responsable d'absolument tout, je ne suis pas victime de ma réalité, c'est moi qui décide de tout. Juste jouer avec ça, et après ça nous révélera... Oui, et puis ça permet en fait de se rendre compte qu'en très peu de temps, tu peux changer ton regard. Disneyland, tu l'as montré, c'est ça. Si j'ai l'air sérieux, c'est ça qu'il faut regarder alors. Parce que ce sérieux n'est pas moi. Donc je ne sais plus ce que je disais, voilà, bravo. Il y a une chose que j'ai faite dans ma vie,
dans ma façon de regarder depuis toujours et de rester enfant, voilà Disneyland, tu vois. L'arrivée du vrai message, c'est Disneyland, le reste, on s'en fout. C'est jouer avec des idées qui me plaisent. On joue tous avec des idées qui nous plaisent, mais on ne sait pas à quel point on joue avec ces idées-là. Quand une idée nous plaît, elle va commencer à nous révéler des mètres ou des kilomètres de clarté, et elle va nous montrer le monde. Chaque idée est un filtre, est une paire de lunettes. Quand je joue avec l'idée je suis victime, parce que c'est un jeu, on est tous des Mickey, quoi. Mais vraiment, on est des grands Mickey, quoi. Des petits Mickey ou des grands Mickey. Exactement, ça nous parle à nous-mêmes, quoi. On joue avec des idées. Quand je joue avec l'idée je suis une victime, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir le monde que va me montrer l'idée je suis victime. Et ça, je m'en suis aperçu depuis très très petit. Je me dis, tiens, quand j'aime une idée, mon monde commence à changer selon cette idée. Ça, déjà, s'apercevoir de comment ça marche, c'est génial. Moi, j'ai aimé à un moment, quand j'étais à New York, etc., je changeais. J'étais avec une petite amie qui était très spirituelle, elle lisait des trucs sur les anges, elle était très belle et tout. Genre, j'étais avec elle. Moi, je ne lisais pas du tout ce genre de choses. Mais il y avait des... Alors, elle me filait un bouquin pour lire. J'étais là, bon, je n'étais pas vraiment un lecteur non plus. Je faisais un truc d'un mec de 24-25 ans qui n'est pas du tout ouvert à des choses un peu ésotériques. Bien que beaucoup d'amis, beaucoup de joie, j'ai commencé la chanson, c'était génial. Et j'étais là, pourquoi pas. Donc, j'ai lu un bouquin, c'était la prophétie des anges, je crois. Et ça m'a réveillé cette histoire. Je me dis, mais il y a des idées, qu'est-ce que ça veut dire ça m'a réveillé? Il y a des idées avec lesquelles j'ai vibré. Qu'est-ce que ça veut dire vibrer? C'est-à-dire que Disney, Mickey en moi était très content de l'idée nouvelle, il n'y a pas de hasard. C'est vraiment de la pub pour Disneyland. Hein, c'est pas grave, continue. Il n'y a pas de hasard. J'aimais bien l'idée, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. On peut juste aimer cette idée philosophiquement, ou on peut vraiment l'aimer. Et quand j'aime, parce que moi je fais les choses à fond, donc je prends une idée, je l'aime l'idée. En aimant cette idée du hasard n'existe pas, l'idée a commencé à me révéler, à me montrer un monde où le hasard existait de moins en moins. Et j'ai commencé à toucher, pas tout à fait consciemment à l'époque, parce que je voulais pas parce que c'était nouveau pour moi, mais je commençais à toucher l'idée que il y a un rapport direct entre ma vie, entre la vie que je vois et les idées que je chéris. Et je me suis aperçu que les idées sont pas anodines du tout. Dès qu'il y a une idée que je chéris vraiment, elle va commencer à colorier mon monde. En fait, c'est la même chose aussi, je pense à ça, c'est la même chose pour les gens qui ont des idées qui sont noires, qui sont obscures. C'est exactement ce qui se passe. En fait, c'est créer la réalité. C'est exact. Et ce qui est génial dans ce message, c'est que c'est pas un message d'effort, c'est un message de Mickey. Ouais. Ça veut dire, je suis en train de dire que... Comment? C'est instantané, en fait. C'est instantané parce qu'on est tous des enfants, qu'on le voit ou pas, on est tous en train de chérir des idées. Si on revient simplement à comment ça marche, le chérissement de l'idée, c'est une joie. C'est pas triste de chérir une idée. C'est de l'amour. C'est de la puissance, en fait. C'est de la lumière. Je pense à une chose, la personne qui écoute pourrait se dire, mais oui, mais dans ces cas-là, comment ça se fait qu'il y a autant de violence dans ce monde? Comment ça se fait qu'il y a... Mais il a la réponse. Il a la réponse aussi. Tu as la réponse aussi. Pourquoi? Si on reste avec ce principe-là, parce qu'il y a des idées qu'on a chéries de façon collective ou de façon individuelle, mais on sait que ça revient à peu près au même, si ce n'est au même, je chéris des idées qui ne sont pas du tout utiles au fonctionnement, à l'amour, à la joie, aux valeurs que j'ai vraiment envie d'expérimenter. Parce que si je chéris, par exemple, l'idée de la compétition, alors oui, je peux avoir un high quand je vais être le meilleur, mais je vais avoir un low quand je vais être le moins bon. Je chéris l'idée d'être meilleur qu'eux, être moins bon qu'eux. De toute façon, on s'aperçoit quand on regarde un peu en profondeur et on fait un peu le tri maintenant de toutes les idées, parce qu'on s'aperçoit que c'est les idées que je chéris ou les croyances, si tu veux, qui vont former ma réalité. On est heureux, c'est-à-dire on vibre sur la joie et sur l'amour, quand on est tout simplement dans une idée qui reflète les valeurs universelles, les valeurs de mon branchement, les valeurs du Mickey qui est en moi. C'est-à-dire la joie, le partage, l'unité, quand je me reconnais partout, quand je suis un dans la nature, etc. Tout ça, il n'y a pas d'idée tordue. Mais dès que je suis en compétition avec les arbres, ou en compétition avec les gens, ou en compétition avec les animaux, je commence à me sentir contracté. C'est d'ailleurs les guerres et tout ça. On s'aperçoit au fin fond de notre esprit qu'il y a une idée principale qui nous fait très très mal, c'est l'idée de la séparation. Je suis séparé. Elle me fait tellement mal que je ne sais même pas que c'est une idée.
Ce petit chemin dont je te parlais tout à l'heure, quand on le fait et on descend, on s'aperçoit qu'on voit le monde qu'on voit parce qu'on a des idées qu'on chérit ou des croyances qu'on chérit. Mais c'est devenu inconscient, comme tu dis tout à l'heure. Je ne sais même pas que je chéris cette idée. Je crois que c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. La réalité est ce que je veux qu'elle soit. Alors cette idée peut paraître absolument folle ou révolutionnaire en surface, mais si je veux bien lui donner un peu de chérissement, je vais commencer à m'apercevoir que cette idée, elle peut me révéler beaucoup de choses. Elle va surtout me révéler à quel point je ne suis pas du tout victime de ma réalité et du monde que je vois et du monde que j'expérimente. Tout répond aux idées qui sont en moi, aux idées que je chéris. Derrière ce que je suis en train de te dire, il y a un grand sourire. Pourquoi ? Parce que chérir une idée, c'est chérir, c'est pas être comme ça. Je suis tout le temps en train de chérir, en train de dire oui. C'est un grand oui. Il y a un oui permanent qui est en moi. Et ce oui, il est quoi ? Il est libre, il est dynamique, il est heureux. C'est oui, quoi. C'est un oui permanent. Mais si je dis oui à des idées de compétition, des idées de séparation d'avec ma source, des idées de... Dès qu'il y a ces idées-là qui ne sont pas naturelles, il y a plein d'autres idées qui arrivent avec. Ça, c'est les kilomètres que nous révèle l'idée de la séparation. Elle va commencer à nous révéler un manque de confiance, culpabilité, peur du futur, colère, anxiété, déprime, ta. Et après, on n'a pas envie de voir tout ça et on se retrouve en surface avec ces idées qui déroulent, elles déroulent. On a beau réprimer des idées parce qu'on ne veut pas les voir, elles marchent quand même. Mais on les projette à l'extérieur, soi-disant, et on est content. On n'est pas content. La victime en chacun est content. Tu vois, la preuve, il se passe ça, donc je suis vraiment victime. Voilà. C'est des preuves. On est tous victimes. Voilà. Et donc, il y a un certain moment, pour répondre à ta toute première question, comment le gars, il fait une pause. Dans sa pause, il est honnête. Il est honnête en disant quoi ? En disant, je ne suis pas très heureux. Ça, c'est du solide de chez solide. C'est très honnête. Ouais. C'est, écoute, est-ce que tout marche dans ma vie ? Est-ce que ça marche comme je voudrais que ça marche ? Ah ouais, c'est super. Ok, il peut s'arrêter là. Il peut également rester avec un petit peu plus longtemps et voir ce qui s'agite en lui quand il se pose cette question. Et commencer à réaliser que non, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis pas content. Ça, c'est un bon moment de... Tu vois, c'est des moments d'honnêteté avec soi. Je ne suis pas content pourquoi ? Mais parce que je ne sais pas où il est Mickey. Mickey me manque. C'est vrai que je ne suis pas content. Ça peut être mon amour me manque, ma joie me manque, mais qu'est-ce que je recherche ? Je sais que j'ai été large comme ça. Je sais que j'ai été insouciant comme ça. Je sais que j'ai été sans anxiété, libre, heureux, sauter partout sans faire attention de ce que l'autre pense de moi, de ce que ceci... Je connais ces états, c'est ça que je recherche. Je ne peux pas rechercher quelque chose que je ne connais pas. C'est une très bonne nouvelle. Moi, j'appelle Mickey. Enfin, maintenant, je l'appelle Mickey parce que tu me parles de Mickey. En fait, c'est Mickey, c'est la joie. Et si je me donne les moyens ou de la retrouver, ou de comprendre pourquoi je m'en suis séparé, avec une bonne volonté, avec un vrai désir d'aller voir ce qui ne va pas, par exemple, ça, c'est aussi bon que d'aller voir où est passé ce qui va, les deux marchent. Là, je vais commencer à reprendre les rênes, parce que je vais commencer à passer par le fait que je ne suis pas victime. Je me fais croire toute ma vie que je suis victime. Et par rapport à ce que tu dis, il y a un truc important, c'est que tu m'as dit, la victime est contente. Mais à un certain moment, la maturité, c'est-à-dire passer de l'enfant à l'adolescent, je ne parle même pas encore de l'adulte, c'est s'apercevoir que ce qui me rend heureux ne me rend pas heureux. Parce que je crois que être victime, c'est être heureux, parce que c'est pour ça que je le fais. Mais ça ne me rend pas heureux. Tu comprends ce que je veux dire ? Ou alors quelqu'un qui déverse sa colère sur l'autre, ça fait du bien sur le coup. Mais ça fait du bien sur le coup. Est-ce que je vais continuer une vie où ça fait du bien sur le coup ? Parce que là, si je fais une pause, c'est que j'ai pris des mesures pour prendre du recul et dire que, bon, la petite satisfaction, le petit confort qui fait que je me sens bien quand je me plains, que je me sens bien quand je déverse mes poubelles sur quelqu'un, ou sur le gouvernement, ou sur le temps qu'il fait, ou sur mon corps, ou sur ma mère. Quand je me sens bien à faire ça pendant un moment, je vais commencer à arrêter de me mentir. Parce que je sais que je ne me sens pas bien quand je fais ça. Combien de temps je vais continuer à faire ça ? C'est vrai que c'est des prises de conscience d'honnêteté, on prend sur soi. Ça paraît sérieux, mais tout ça, c'est pour la recherche de Mickey, hein, donc c'est pas sérieux. Mickey est toujours là. C'est le oui cosmique. Quand je dis cosmique parce qu'il est toujours là. Je ne peux pas arrêter de dire oui à quoi que ce soit. Je dis tout le temps oui. La solution, c'est quoi là ? Je vais faire un peu... Vas-y. Oui, il faut, ouais. Faut dire oui à tout là, Pas du tout. Il faut voir qu'on a notre vie dans l'état dans lequel elle est, parce que
mon oui, je ne peux pas l'enlever. J'ai déjà dit oui. Mais à quelles idées est-ce que j'ai dit oui? Quelles idées vont me montrer la vie que je suis en train de vivre? Où est-ce que je ne suis pas content? Et là, je vais commencer à être honnête. Donc toi, ça a été le chemin vraiment que tu as fait pour en arriver jusque-là Ouais. aujourd'hui. Je vais donner un exemple. Quand j'allais au plus mal, un de mes meilleurs potes était venu me voir et m'a dit « Laurent, je vais te poser une question. » J'étais mal, hein. J'étais mal, mais ça faisait longtemps que j'étais mal. Et je ne me voyais pas, parce qu'on n'est pas très conscient des choses qu'on fait. Mais je ne savais pas que je me complaisais dans ce truc-là. J'essayais vraiment de m'en sortir, apparemment. Il me pose une question, il me dit « Regarde Laurent, j'ai une question à te poser, surtout ne me réponds pas. » Je dis « Oulala, qu'est-ce qu'il est en train de me faire là encore ?» Il m'a dit « Est-ce que tu veux aller bien ?» Alors moi j'allais lui répondre, il fait non, surtout ne me réponds pas. Et ce salopard est parti. Je savais que c'était un salopard parce que je savais la dynamite qui venait de m'envoyer. Je la savais. Mais j'ai reculé le moment, j'ai délayé le moment jusqu'auquel j'allais faire face aux vraies questions. Celle-là, par exemple. Le lendemain, j'avais déjà vu, quoi. J'avais déjà vu que je voulais pas aller bien. Je voulais pas aller bien. Attends, mais j'avais une liste comme ça d'excuses. Ouais. Et même si ces excuses, j'avais des trucs, mais bref, la déprime, le truc, j'avais des listes comme ça d'excuses. Surtout quand il t'arrive des choses difficiles dans la vie. Surtout quand il t'arrive des choses difficiles. Mais il y a toujours une place en toi qui est libre de regarder la chose différemment. Et quand il m'a posé cette question, il m'a remis voilà, en face de mon miroir. Et là, j'ai dû m'avouer à moi-même, c'est encore pire qu'avouer à quelqu'un, m'avouer à moi-même que je voulais pas aller bien. Et c'est pour ça que ça continuait. Si je voulais aller bien, j'aurais pris des mesures. Je ne resterais pas dans mon lit, j'irais marcher, j'irais manger des choses saines, je ferais ceci, je ferais cela. Mais non, je veux pas. Et là, j'étais en face de je ne veux pas. Je vous emmerde, je veux pas. Et c'était comme ça. Il y a une colère à l'intérieur. Mais ça, c'était une des plus grandes dynamites. C'était la dynamite qui m'a montré que je n'étais pas victime. Je le savais, mais je ne voulais pas le voir. Jusqu'au moment où je l'ai vu. Quand je l'ai vu, ça shake the foundations. Vraiment, quoi. À un niveau dont je ne suis pas vraiment conscient. Je sais que c'est allé très en profondeur parce que je suis allé en profondeur dans ma noirceur. Dans cette noirceur, je suis allé voir que je n'étais pas victime, que je faisais exactement ce que je voulais. Tu as le mérite d'être allé en profondeur. J'ai le mérite de... je ne sais pas quel est le mérite, à la rigueur. Une honnêteté qui fait que... Oui, mais cette honnêteté, elle était guidée par la joie, quoi. Par la vie en toi. Par la vie, par Mickey, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais où sont passés les fleurs? Où sont passés les rêves? Où s'est passé tout ça? Parce que je sais que c'est pas parti. Et après, je me suis aperçu, mais ces rêves, ils sont toujours là. C'est juste que je suis en train de rêver des idées noires. Parce que ça me plaît. Quand j'ai réalisé ça, c'était un choc. Je me dis, quoi? Ça me plaît d'être en dépression, mais pour qui tu te prends dans la glace? Et j'ai dû en venir à la réalité. Ça me plaît d'être en dépression. Ça me plaît de rester en dépression. Ça me plaît d'en vouloir aux autres. Ça me plaît d'être victime de tous les autres. Ça me plaît d'avoir raison et que tous les autres ont tort. Ça me plaît de trouver des coupables dehors. Ça shake les fondations, les fondements, ça. Mais une fois que ça c'est fait, il y a un sourire qui arrive. Parce que je ne peux plus me la faire maintenant. C'est le sourire de l'honnêteté, le sourire de la responsabilité. Je fais, bon, ok, j'ai vu que c'était moi. Après, j'ai le choix. Après, j'ai un choix d'adulte maintenant. Je continue, et c'est ok, ou je continue pas. C'est-à-dire, mais jusqu'à frôler la mort, hein. Et vraiment y aller, le suicide. Tu y es allé à fond. Oui, mais là-dedans, je suis allé voir que j'avais toujours un sourire. Parce que j'étais toujours... Je chérissais beaucoup l'idée d'être victime. C'est pas de ma faute. Et la dépression et tout le truc. Et tu vas aller chercher toutes les excuses, tu vas les trouver. Jusqu'au moment où tu es là. Quand est-ce que j'arrête?